Hello à toutes et à tous, nous sommes donc à octobre 2025 et je suis avec Walshmay. Hello Walshmay. Bonjour à toi. Comment vas-tu? Mais très bien. Très bien. Content d'être là. Merci, Mais je t'en prie. merci de m'accorder enfin. Il faut savoir que ça fait longtemps. C'est des rendez-vous ratés. Ça fait longtemps qu'on devait se voir, qu'on se voit pas, qu'on se voit, et c'est la première fois qu'on se voit IRL et je suis comme un gamin dans un toy shop. Voilà. Alors, Walshmay, pour ceux qui ne le connaissent pas, on va lui demander de se présenter, mais déjà, d'ores et déjà, je vous le dis déjà, voilà, c'est le responsable de tellement de rêves, de ça, Pas ça. de... Ça c'était Aubépine. C'est Oups. notre ami Oh putain, bah oui, Alexis Flamand. il est dans le même Alors, sac, mais il est pas loin. je suis censé le voir tout à l'heure. Donc, pas ça, mais ça, et... ouh, ça. C'est bien, vous aurez compris, c'est mon petit chouchou, mais je les aime tous, hein. Mais c'est bien, c'est mon petit chouchou. Ok, et alors donc, à quoi ça va ressembler? Ça ressemble à ça. Je vais pas l'ouvrir parce que je ferai un bel open de box bien détaillé, mais sachez-le, chez Desart, enseignement des architecture, donc chez Guillaume Tavernier, les coffrets, toute la collection avec chaque fois un petit tiroir, des cartes, des pions, des plans interactifs, des images interactives et des bouquins dont vous êtes l'héros, bien sûr. Ah, qui es-tu? D'où viens-tu? Que fais-tu? Alors, comment répondre à ça j'ai grandi entre la Franche-Comté et la Bretagne. Je vis maintenant en Bretagne. Qu'est-ce que tu veux que je dise mon métier même? Oui. C'est terrible, on est obligé de dire son métier. Oui, enfin non, tu pas obligé. Non, mais à chaque fois qu'on me demande de présenter, on a tendance à dire ça. Donc je suis géologue, mon métier c'est géologue à la base. Chacun ses petits soucis. C'est ça. Et puis voilà, je navigue dans le monde du livre dont vous êtes le héros, ou plutôt de la littérature interactive, que je prends moi comme un médium d'expression comme un autre. Et aussi de la musique, beaucoup. J'ai passé un peu musical, et qui était très important pour moi. Et je mets ça dans le même sac en fait, hein, entre l'écriture et la musique. Pour moi, c'est des moyens d'expression différents. Et pourquoi le livre dont vous êtes le héros, en tout cas pourquoi la structure narrative comme ça? Ouais. Parce que je pense que c'est le seul truc où j'arrive à aller au bout des projets, tu vois. J'ai, comme beaucoup de monde, j'imagine, sur les forums ou autres, essayé tenter de rédiger des romans, tu vois. Il faut faire le nouveau Seigneur des Anneaux, forcément, quand tu as 13 ans, dans les années 80, tu te dis je vais faire ça. Évidemment. Et puis j'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout d'un récit linéaire. Et en fait, je fais ça parce que j'ai l'impression de pouvoir explorer diverses pistes, diverses choses dans mon esprit qui part un peu dans tous les sens. Et ça permet de rassembler. Comme si tu créais par épisode en quelque sorte. C'est ça, ouais. Ta structure en fait. Ça structure un peu ta narration. Okay. Et je pense qu'au départ, c'est juste ça. Ça peut être juste mécanique. C'est que j'arrive à aller au bout d'un projet. Celui-là, il aura mis du temps quand même. Hein. C'est un peu l'arlésienne celui-là. Et c'est le premier truc avec lequel j'ai commencé quand je suis arrivé sur le forum Rendez-vous 1. Et voilà, ça a mis du temps. Ok. Avant de parler de Rendez-vous 1, d'abord. Oui, du coup, j'ai fait des digressions déjà. Tu vois, je fais que ça. Mais c'est très bien, c'est très bien. C'est de l'arborescence. Oui, c'est toi. Tu vois, la digression, ça s'appelle de l'arborescence. Donc tu comprends pourquoi. Je comprends très bien. Je suis pas loin d'être. C'est pas mal pareil. Avant de parler de tout ça, les livres dont vous êtes Léo, tu as dû forcément tomber dedans un jour ou l'autre. Ouais. C'était quand? C'était quoi? C'était où? Ouais, alors je pense que comme beaucoup de gens de ma génération, forcément, j'ai plus de 50 ans. Donc j'ai découvert ça dans ma petite ville de province où j'ai grandi. J'ai grandi à Pontarlier, dans le Doubs, les âmes seules. Et puis, ouais, je pense qu'on a tous ces souvenirs-là qui sont ancrés de cette perception de livre dont vous êtes le héros, qu'on a gardé un peu figé en nous, mais années 80, donc une petite librairie qui s'installe à Pontarlier. Et je crois que la première fois que j'en entends parler, c'est dans un jeu et stratégie, une nouvelle collection qui sort. Sorcellerie et donc les collines maléfiques, ouais, je dis pas de bêtises. Tout à fait. Les collines maléfiques. Et tu vois, moi je crois beaucoup à des phénomènes contextuels de genre l'idiosyncrasie de Merleau-Ponty ou la phénoménologie, comment on rencontre un objet d'art, un livre ou n'importe quoi. Et c'est très contextuel en fait, c'est toi, c'est l'objet et puis le contexte. Ça pour moi, on ne peut pas dissocier ça, quoi. C'est ce que Merleau-Ponty appelle la chair du monde. Okay. Et c'est cet espace de connexion entre un objet d'art et puis soi en tant que là, enfant, 12-13 ans. Et je me souviens, plus que du livre, je me souviens de l'attente. De l'attente parce qu'il faut le commander, ça met du temps à arriver. Et moi je regardais le même article de jeu et stratégie, je relisais 200 fois le truc.
Et c'est comme ça que ça naît en fait une passion. Tu vas faire attendre, c'est sûr, désiré. Exactement. Et quand le livre arrive, bon, en librairie, ouais, c'est un choc parce que oui, je crois que c'était marqué ce livre n'est pas un livre comme les autres ou quelque chose comme ça. Et boum, c'est parti comme ça. Et puis après, alors moi j'avais des parents dans l'éducation nationale, donc on n'avait pas l'argent de poche. Mais par contre, les livres, c'était open bar. Sauf que moi, les livres, ça me plaisait moyen, tu vois. Et sauf que là, c'était des livres. Eh oui. Bah oui. C'est ça se lit, avec des mots, des trucs. Et voilà, et donc il y en avait partout, et donc ça a commencé comme ça, avec une collection gigantesque. Et puis ça, on ouvre la porte de l'imaginaire, et ça m'a permis aussi d'appréhender le monde du jeu de rôle, d'appréhender le monde de la littérature. Tu vois, je me souviendrai toujours, c'est une petite anecdote, mais quand je reviens dans cette librairie-là, à un moment, j'avais lu tous les livres dont vous êtes l'héros qui étaient à disposition. Un de mes frères avait dû avoir Bilbo le Hobbit, ça lui plaisait pas trop. Moi, je le lis, je trouve ça génial. Je retourne chez le libraire et je lui demande bien sûr la question, est-ce que ce monsieur Tolkien n'aurait pas écrit d'autres choses éventuellement, je sais pas. Donc ouais, c'est marrant. Voilà, il prend le truc et tu sens que le gars, il est dans un geste de transmission énorme. Et ça, c'était top. Donc pour moi, tout ça, c'est pas juste un livre ou une collection, etc. C'est plutôt une époque qui est dans ma mémoire. Et maintenant, quand je prends un livre dont vous êtes le héros, que j'ai encore dans ma bibliothèque, ce qui me reste, eh bien, ouais, c'est cette image-là que je vois. C'est pas le livre en lui-même, c'est pas les mécaniques de jeu, c'est pas la narration ou l'histoire, c'est tout ça. C'est tout ça qui est enfermé là-dedans. Moi, enfant, qui découvre ça. Et en plus, c'était le médium parfait à l'époque. Après, je me demande toujours, c'est un peu une aporie, est-ce que c'est l'œuf qui fait la poule qui fait l'œuf ? Je pense que c'est pareil pour les livres dont vous êtes le héros. Est-ce que les livres dont vous êtes le héros sont un marqueur des années 80, un marqueur très fort des années 80 ? Ou est-ce que c'est les années 80 qui sont un terreau à l'émergence de ce médium-là ? J'ai souvent réfléchi à ça, de savoir si une question. Qui fait l'un, ou est-ce qu'on pense aux années 80, on dit ouais, c'était l'époque des livres dont vous êtes héros. Mais pourquoi ils ont émergé là, tu vois ? Oui, c'est vrai. Ouais. Je sais que les thématiques des années 80, forcément, ont transparu énormément à la fantasy. C'est quand même l'époque des maîtres de l'univers, de Conan le Barbare, voilà. Exactement. On était baigné dans cet univers-là, et donc forcément, ça s'est vu dans la littérature, mais les tentatives de faire de la littérature interactive arborescente, ça date ouais. fort longtemps, avec plus ou moins de succès. Oui, c'est vrai qu'il y a un terreau extraordinaire qui se développe parallèlement aux jeux vidéo pendant longtemps, et puis à un moment donné, l'un va plutôt empiéter sur l'autre, et d'ailleurs, énormément de gens qui ont des structurateurs d'arborescence dans les bons héros vont passer dans des... Bien sûr. Yann Livingstone qui devient Monsieur Eidos et c'est Monsieur Lara Croft. C'est ça, et puis c'est une époque où je pense aussi dans le tissu social, tu vois, t'as tes copains, c'est un objet qui est populaire, alors que maintenant il a été un peu sacralisé, il se vend à des prix un peu délirants, mais à l'époque c'est vraiment le truc populaire, quoi. T'as ton bouquin que tu mets dans ton cartable, tu le prêtes à tes potes. 25 francs. Ouais, voilà, c'était vraiment calculé, et ça aussi. Et puis bon, les jeux vidéo, des fois c'est presque la notice qui te faisait plus rêver que le jeu. Tu vois, moi j'ai un vieux CPC 6128, même si j'ai découvert plein de trucs avec, ça apportait aussi en termes de proposition d'imaginaire quelque chose que tu retrouvais nulle part. Et puis dans une petite ville, quand tu veux tenter de faire du jeu de rôle, moi je débutais complètement, je ne savais pas du tout comment il fallait faire. Là ça te structurait un peu des mécaniques de narration, comment amener des scénarios, comment faire de l'immersion pour tes joueurs. Et ça a été ultra structurant. Et en termes stricts, même plus directs, le vocabulaire. Tout à fait. Moi, je me rappelle de profs d'anglais ou de français qui hallucinaient. On faisait des livres d'auteurs, on faisait du jeu de rôle. En anglais, on ne connaissait pas le mot table et chaise, mais on connaissait le mot arbalète, sortilège, voilà, parchemin, scroll. Tu connais ça. Donc je te raconte, monsieur. Les livres d'auteurs dans la cour de récréation, des gamins qui disaient jamais rien, qui se mettaient à lire et à passer toute leur récré avec 3 autres gamins autour, ils faisaient des choix. Oui, ça va, voilà. C'est pour ça, moi je ne le vois pas comme un truc isolé, mais comme un héritage, tu vois, vraiment un épisode de mon enfance qui est resté là-bas. Et puis, bon, je reviens, sans faire le prof là, mais justement dans l'idiosyncrasie, ce qui est assez marrant, c'est que donc, la perception, elle est mouvante des choses. C'est bien, je trouve ça donne une liberté, ça rend pas les choses immuables, tu vois, gravées dans le marbre. Et forcément, si on me disait maintenant, les livres dont vous êtes le héros, à mon âge, qu'est-ce que tu en penses ? Moi je dirais ouais, c'était sympa, mais peut-être que c'est un peu désuet maintenant au niveau des propositions de scénarios, etc. de l'époque. Mais en fait,
je peux pas dire ça parce que c'est Merleau-Ponty ou Husserl qui parle de ça, justement, la rétention. La rétention de cette perception d'enfant, elle colore ma perception maintenant. Bien sûr. Donc moi je vois encore ça comme un truc, on a eu la chance de voir toi Gary Chalk à l'instant, moi c'est énorme, ça me fait penser à toute cette période-là, et donc forcément il y a énormément d'émotions et de nostalgie là-dedans, mais il faut la laisser travailler, bouger, c'est une porte de liberté. C'est vrai que ça se transmet aussi, on a des enfants, des neveux, des voisins à qui on peut transmettre ça, on va en parler d'ailleurs avec toi de ce que tu as fait récemment, mais aussi par exemple des nouveaux éditeurs. Il y a plein de nouveaux éditeurs qui, à l'heure actuelle, je vois, chez Larousse, il y a un bouquin de Valentin Quiziclena qui sort, La Revanche des Ombres. C'est quelqu'un qui a connu toute cette littérature, mais hop, voilà, qui la retransmet, mais avec des challenges différents, avec des énigmes différentes, avec du metagame différent. Et ça, c'est très bien. Chez 10-18, je viens de finir Une citadelle en enfer, qui est très très peu ludique, parce que c'est une arborescence extrêmement simple, hyper bien écrit par un chevalier des arts des lettres. Mais 10-18, Larousse, Rajo, Playback, tous ces éditeurs qui font. Il suffit de se balader à un rayon littérature jeunesse dans une Fnac ou autre. Mais non, il y a 1,50 m de rayon souvent, et c'est des livres dont le héros moderne, écrit actuellement. Voilà. Gauthier Wedling, qui Tout à fait. passé beaucoup dans 404 notamment. Et ça marche du tonnerre en fait, ça marche du tonnerre. Ouais, je pense parce que il y a ça, c'est-à-dire qu'il faut toujours choper l'ambiance du moment. C'est pour ça que je parle de ces années 80 là, voilà, elles sont passées, tu vois, il y a vraiment cette nostalgie là, mais on pourrait pas ressortir, je pense, exactement les mêmes bouquins, ou alors pour la génération qui, comme nous, avons vieilli et qui vont se dire, ah ouais, j'aimerais bien avoir. On a vieilli. On a vieilli. Mais si, regarde mes Je cheveux. veux dire que j'ai perdu mes cheveux, Mais c'est non, ça. mais moi, c'était Et voilà, on en parlera. On va plutôt parler des cheveux. De demi-chauves Ça, qui parlent de leurs cheveux ça dans la me caméra. stresse. Ça fait vraiment la cinquantaine, mon Dieu. Oh, c'est horrible. Mais, Ouais. mais alors, ce qui est bien, c'est que là, c'est force de proposition un peu nouvelle, et c'est ça. Ils ont digéré tout ce qui s'est passé, et puis on propose d'autres trucs. Ça va ailleurs. Moi, je trouve ça génial qu'il y ait cet engouement là-dessus. Alors je vais me permettre d'aborder un sujet, il n'est pas au courant mais je vais le faire quand même parce qu'il est trop modeste pour le dire. Mais il faut savoir qu'il y a quelques temps, il a fait un truc, genre je me permets d'en parler, tant pis. Si tu veux pas, tant pis, on coupera. Mais moi j'aimerais bien vraiment en parler parce que je veux souligner ce geste que je trouve d'une gentlemanie extraordinaire. Donc il faut savoir que le monsieur à côté de moi, il avait bien sûr, comme nous tous, une collection de livres autres héros. Certains chers à son cœur qu'il a pu garder parce que vraiment... Mais il a littéralement offert, je sais pas combien de bouquins, mais des dizaines. Oui, peut-être 40. Une quarantaine, une cinquantaine de livres. Vous savez, sur les réseaux sociaux, on trouve tout le temps les gens qui font toutes les brocs, quand on dit oh, j'ai trouvé 2 livres, tant mieux, c'est super. Lui, il les a donnés. Ouais. Littéralement offert. Pourquoi? Dis-nous pourquoi. Non, mais tu veux bien? Moi, je peux pas vendre un livre. Moi, c'est que de la transmission. Et d'ailleurs, j'aime vachement faire ça quand si des gens viennent chez moi. D'aller dans la bibliothèque et puis ça peut paraître un peu, je sais pas, un peu vieux jeu, mais de vous dire, c'est un livre, quelqu'un qui va prendre un livre et dire, tiens, ça me plaît bien, je dis, vas-y, prends-le, lis-le au moins, parce que souvent les livres ils reviennent pas. Mais là, alors sur cette collection-là, en fait, elle prenait la poussière, mais elle était là, figée en fait, tu vois. Et quand c'est plus dans cette mouvance-là, quand je me suis dit, je voyais tellement d'engouement sur les réseaux sociaux, je me suis dit, je suis sûr qu'il y a des gens qui vont être ravis d'avoir les trucs pour les jouer comme à l'époque, quoi. Surtout qu'il y en a que j'avais peut-être joué une fois, tu vois, acheté en 85 ou 86. Bien sûr. Voilà. Donc bien sûr j'ai gardé, par contre, j'ai pas tout donné, j'ai gardé ceux qu'on m'avait offert. T'as comme le droit de garder tes bouquins. Voilà, ceux qu'on m'a offert, tous les loups solitaires, parce que ça c'était par rapport à la personne qui me les a offertes, ça c'était super important. Donc bien sûr j'ai gardé mes loups solitaires, j'ai gardé les collines maléfiques, forcément tu vois ça. J'ai gardé le premier, j'ai gardé quelques défis fantastiques qui m'avaient qui sont un peu à la base de ça, des pirates de l'île sanguinaire, donc Nuit du roi lézard, défis sanglants sur l'océan, etc. Et quelques-uns comme ça, mais là ça a un sens. Voilà, mais voilà, mais un sens, ça aurait eu aussi du sens de les vendre et de faire du pognon avec, c'est un sens comme un autre. Ouais. Toi tu as, si je puis me permettre, il y a la noblesse derrière, c'est gentleman avec un G majuscule parce que tu as transmis du rêve, tu as transmis de la vente. Mais à des passionnés, des gens. Et voilà, et des passionnés qui cherchaient ce truc et ce jour-là, ils ont, comme un gamin dans un magasin, ils ont reçu ça. Donc c'est gagné, tu vois, de faire juste super. une petite. C'est le but aussi de ces bouquins-là, juste faire émerger un tout petit peu de partage, un tout petit peu d'émotion, même si ça fait un peu, je sais pas. Mais voilà. Dire ça, mais quel beau geste. Non, mais si on était tous avec ce genre de geste-là, envers nos enfants, nos voisins, nos amis,
Mais moi, ça me faisait aussi plaisir de les offrir, de les envoyer avec un petit mot, et puis de dire, parce que tout le monde m'a dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire je sais pas, donne une asso, donne un mec qui est dans la rue, vas-y, tu offre-lui un repas, un machin, un peu de transmission, un peu de chaleur humaine. Alors, voilà, et que ça se transmette, que ça infuse un peu. Non mais vraiment, moi c'est un truc, quand tu l'as fait, ça. j'étais ému. Franchement, donc c'est j'ai gagné. trouvé que c'était vraiment le beau Non, mais geste. c'est Le gagné. beau geste. Et voilà, mais Ok. j'ai gardé les livres. Ok, bon, on parlera de tout cela Ouais, plus en on va détail. faire une heure, sinon. Avant de se quitter quand même, tes projets. Des projets, ouais. Confidentiels ou pas, mais voilà, ce que tu peux nous dire de tes projets. Alors, 2 projets, toujours avec Guillaume. Tavernier de chez Architecture. Ouais, pardon. Des Peut-être que oui, tout le monde. Bah oui, bien sûr. Guillaume, Bien sûr. Guillaume. Donc oui, sur des Architecture Art, avec la même collection, qui a été initiée maintenant, donc Aventure et Chapitre. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a d'autres auteurs qui arrivent, et ça c'est top. Et puis donc moi j'ai un projet dont on en a un tout petit peu parlé, qui se passe aux États-Unis, on va dire dans les années 1850, après la fin de la guerre entre les États-Unis qui sont en train de conquérir l'ensemble du continent américain et le Mexique. C'est 1848, je crois, le traité de Guadalupe Hidalgo, me semble-t-il. Fort à la mode. Voilà, donc c'est dans une région, c'est pas vraiment le Nouveau-Mexique, mais ça y ressemble, c'est une région un peu inventée comme ça. Exactement, Fort Alamo, mais justement j'en parle de tout ça, de cette vision qu'on a, très idéalisée de John Wayne. Ouais, voilà, Fort Alamo, c'est exactement ça. Moi, je pleurais quand je voyais Fort Alamo en film avec John Wayne, etc. Sauf que l'histoire autour de Fort Alamo, elle n'est pas si sympathique que ça. Hein. C'était pas les États-Unis, déjà c'est le Texas qui avait fait sécession. C'était pour conserver le droit à l'esclavage, etc. Et donc bref, et voilà, c'est surtout issu du livre de Cormac McCarthy, celui qui a écrit La Route, qui s'appelle Méridien de sang, qui m'a mis une telle claque que je me suis senti de m'approprier un peu cet univers-là. Donc ça se passera dans l'Ouest américain, avec un monde ouvert. On peut jouer les quêtes pour 3 factions, donc les Américains, les colons en fait, qui peuvent venir aussi d'Europe, les Mexicains qui restent sur ces terres et qui sont peu à peu chassés de leurs terres, et puis les Amérindiens avec 2 tribus d'Amérindiens, les Pueblos, qui étaient une tribu qui s'était fixée en fait. Et donc eux qui sont obligés qui de étaient dans faire les des troglodytes, transitions. dans des maisons troglodytes. Exactement. Et puis une autre tribu plus Apache qui eux continuent cette lutte un peu perdue d'avance. Donc ça, et là nous on joue on peut naviguer là-dedans, alors bien sûr avec des clins d'œil aux grands westerns de l'époque, mais on a une troupe aussi de mercenaires qui vont nous donner les dons, les caractéristiques. Je pense qu'il n'y aura pas de dés, et c'est un monde ouvert. Ok. Voilà, monde ouvert. Et puis le deuxième projet, sur lequel j'ai déjà beaucoup travaillé, c'est la suite des âmes seules. Et ça, j'en profite que je sois là. Ça va même pas. Pour remercier vraiment tous les lecteurs des âmes seules, les retours. C'est énorme. Moi je ne suis pas trop présent sur les réseaux sociaux ou sur internet, mais ça fait vraiment chaud au cœur, les chroniques qu'il y a eu, etc. sur les âmes seules, ça a été une grosse surprise, et puis en même temps justement beaucoup d'émotions, beaucoup de chaleur là. Et alors que ça se passe dans un climat un peu plus hivernal de Franche-Comté. Ouais. Et donc Puis l'histoire est pas super printanière. oui, On enquête quand même sur la profanation d'une tombe d'une petite fille, mais bon, voilà. Et et ce qui est marrant, je trouve que c'est les lecteurs qui ont donné de l'épaisseur à cet inspecteur. C'est marrant, hein, je pense qu'on est comme ça, on habite le livre dans les espaces, dans les silences, entre les lignes. Et en fait, au fur et à mesure des retours, je voyais cet inspecteur lantillais se dessiner. Donc il sera vraiment dédié à tous ces lecteurs, à tous ceux qui ont fait un retour. Et du coup, il prend un peu d'épaisseur, cet inspecteur antillais. Et vu que ça se passe au début des années 1900, donc là, l'aventure, ça va s'appeler, je peux déjà te dire le nom. On exclut pour le 360. Ça s'appelle les Apaches. Les Apaches. Et donc ça se passe à Paris. Ah oui, dans les banlieues alors. Ouais, bien sûr. Avec tout ce contexte extrêmement... Les Apaches, c'est les loubins du XXe siècle. Les loubins, les blousons noirs de l'époque. C'est ça, et puis toute la récupération politique, sociologique qu'on va en faire, la façon dont on va les traiter enfin, les gens ont pu sortir de chez eux à Paris à cette époque-là. Ce qui est vachement intéressant, c'est de
de faire toute une analyse historique, de voir les journaux de l'époque, des journaux extrêmement réactionnaires qui veulent des châtiments en place publique. Donc c'est des jeunes qui sont issus de familles qui viennent de l'exode rural, qui viennent travailler dans les usines autour de Paris, etc. Donc un monde beaucoup de misère. Et il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais donc c'est vachement intéressant. Donc on va jouer l'inspecteur antillais qui monte un peu en grade après cette enquête, et c'est les débuts des brigades du Tigre. Donc là pareil, on va jouer sur la carte de Paris une troupe d'enquêteurs qu'on va choisir selon des archétypes, et l'inspecteur antillais il chapeaute tout ça. On va retrouver des mécaniques des âmes seules. Là ça ne sera pas le juge qui va vous mettre la pression, mais la presse, c'est une presse très réactionnaire qui veut faire la chasse à ces jeunes-là. Le petit journal, Nexexor et autres. Exactement. Et ce qui est marrant, c'est vraiment voir il ne faut pas faire des relations historiques d'une époque à l'autre, mais c'est les mêmes ressorts qui sont tout le temps utilisés pour amener toujours plus d'ordre, toujours plus de répression. Parce que là, à l'époque, si vous lisiez les journaux et ce qui se passait, on sort plus de chez soi, quoi. On a l'impression que Paris est à feu et à sang. Donc voilà. Les Apaches. Les Apaches. Le nom était quand même dingue, parce que les Apaches, à l'époque, on savait bien que c'était des sauvages d'Indiens, des sauvages Indiens, limite cannibales qui faisaient bouillir les enfants. Buffalo Bill, avec son spectacle, avait aussi un petit peu participé de cette légende un peu. Tout à fait. Et donc les loupards de Paris, on les appelait les sauvages, les Apaches. Les bandes de Belleville, de Ménilmontant, etc. Rouge, etc. Et c'est ça, et donc on va enquêter dans cette atmosphère-là. Donc il y a une quête principale, des quêtes secondaires pour faire monter son équipe, le matériel qu'on va pouvoir acheter. Bien sûr, c'est aussi le début de cette espèce de modernité qui ne va pas emmener que des choses très louables d'ailleurs, mais du matériel policier, voitures, etc. Et donc on va gérer cette enquête-là. Alors, je suis vraiment enthousiaste sur cette affaire-là, parce que ça donne de la consistance à cet inspecteur antillais qui était à la base, c'était un one-shot, quoi, tu vois. Et là c'est marrant, donc c'est vraiment une aventure, je trouve, un peu collégiale avec les gens qui ont apprécié les âmes seules et qui m'ont donné vraiment l'énergie de faire ça. Donc je ne sais pas lequel sortira avant l'autre, on espère la sortie 2026, et puis voir un peu comment aussi fonctionne la gamme. J'espère qu'il y aura d'autres auteurs, d'autres titres. Tout ça chez des à guetter. Je l'ai trop bavard. Pas du tout. Tu es pas trop bavard, mais il faut qu'on laisse la salle presse pour les autres. Oui, Super, grand merci. Mais c'est moi qui te remercie. C'est vraiment trop bien. De se voir. Et voilà, enfin la rencontre. Mais oui. Enfin. Avec grand plaisir, on se reverra. Eh bien, j'espère bien. Ouais. Et de toute façon, il viendra au 300. Il ne le sait pas encore, mais je m'arrangerai pour le faire venir au 360. Non, avec grand plaisir. Voilà. On fera un Ulule pour ça, pour payer les billets de train. Je vais y arriver. Trop bien. Et d'ici là, n'oubliez pas vous, jouez bien. Merci. Ciao.